Et salut les gars, j'espère que ça va aujourd'hui. Nous sommes là pour faire une nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche. Donc, vous aviez sûrement vu la vidéo de samedi qui était sur les 5 sur 5 decks que je conseille à un débutant. Bah là, ça va être tout l'inverse. C'est 5 decks que je ne conseille. Mais alors, pas du tout un débutant, voire même, on pourrait très bien le qualifier des... On pourrait très bien qualifier des parmi 5 decks qui fait partie des plus difficiles à jouer dans le format actuel, Donc évidemment, plus c'est dur, moins c'est déconseillé pour les débutants. Les débutants, moi, je précise bien, quand même, parce que c'est pas des decks qui sont très adaptés. Bon, pour simplement, j'avais dit hier que pour un deck simple, il faut un game plan facile à comprendre, un deck lui-même assez simple à comprendre de pourquoi telle carte, à quoi elle sert et pourquoi on la possède principalement. Un deck qui va aussi avoir un poids, qui va avoir beaucoup de pioches par rapport à ce qui va être nécessaire au minimum, ce qui va être minimalement nécessaire. En gros, un ratio poids stabilité, comme j'avais dit, assez intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, tu piochais beaucoup de cartes, même si ton poids était faible. En fait, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais en gros, le poids, la pioche minimale que le deck va te demander, en va tête, on a bien plus que ça. Tu pourras piocher bien plus que ce que tu as besoin au minimum. Voilà, en gros, à peu près. Et aussi sur le fait qu'évidemment, tu as des interactions de cartes pas compliquées, que le deck a tendance à pas trop te punir quand tu fais une erreur, ou du moins un peu, mais c'est pas super grave. C'est parce que si l'erreur est pas très grosse, ça va. En gros, le deck amortit les erreurs souvent. Voilà. C'était à peu près ça. Les catégories. Et évidemment, bon, le fait de, évidemment, avoir besoin de la gestion. En gros, le fait de est-ce que ton deck a beaucoup de moyens de jouer, a beaucoup de ressources à connaître, a beaucoup de ressources différentes, ce qui fait que du coup, en fait, ce que tu as besoin, ce que tu as dans ta main, il y a des chances que tu en aies qu'une seule dans ta main, que tu en aies qu'une seule. Et donc, la défausser peut être très problématique si c'est mal fait. Si c'est par exemple mal fait ou que tu puisses pas la récupérer. En gros, la gestion du deck elle-même, qui évidemment est importante. Voilà. Ici, évidemment, vous prenez tout ce que je vous ai dit, pour les decks conseillés, vous les inversez. Parce que pour les decks évidemment pas conseillés, vous allez voir que ça va être littéralement juste l'inverse d'un deck facile à utiliser. Ça va avoir les caractéristiques inverses. Enfin, pas que. Vous allez voir pourquoi. Parce que par exemple, le premier deck qu'on va parler, en fait, stabilité poids est très intéressant. Mais les autres trucs rattrapent un peu on va dire, le rang. C'est pas ça qui le rend difficile. En fait. Voilà. Donc, on va commencer. Déjà, pour vous dire un truc, je vais vous expliquer déjà deux choses. Parce que vous allez voir que vous allez voir pas mal de. Vous allez voir en tout 3 decks de ce genre, je crois. 3. Oui, 3 que 3. Il me semble. Attendez. Ah oui, c'est bien ça. 3 decks. 3 decks, donc 3 decks. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas vraiment de qualification à semi-box, à l'équivalent d'un semi-box, ça se dit pas comme ça, au moins. Mais en gros, il y a les decks box, qui sont des decks qui vont regrouper plein d'attaquants différents, liés par une mécanique, notamment, ou une manière, ou reliés d'une manière, d'une manière ou d'un truc, un truc qui les relie, qui fait que du coup, tu peux utiliser dans le même deck, Souvent, évidemment, les attaquants ont tous pas la même utilité. On va surtout utiliser des attaquants qui offrent d'autres choses par rapport à un attaquant on va jouer un attaquant parce qu'il offre des choses que les autres ne peuvent pas offrir, ne peuvent pas donner, notamment une semi-box, donc un deck semi-box, du moins comme je qualifie semi-box, c'est presque la même chose. En fait, ça va jouer effectivement sur plein d'attaquants différents, mais ce n'est pas avec ça va jouer pas sur l'attaquant lui-même, sur le fait que tu vas taper avec, mais plus parce que tu vas utiliser son attaque d'une manière
Et en vérité, ça va être le cas notamment de ce deck qu'on voit là et d'un autre deck qui va arriver juste après. Où en fait, on va utiliser la même carte, on va utiliser une seule attaque, tout le temps la même, mais qui va nous permettre d'utiliser d'autres attaques et d'autres effets, des attaques et des effets, d'autres cartes, ce qui va nous permettre du coup de faire une box qui en vérité n'utilise que un seul Pokémon comme attaquant. Mais tu as plein d'attaques différentes. Voilà. Donc on va commencer d'abord par Zoroark X, donc Zoroark de N X. Ce deck, c'est un deck de semi-box, donc comme j'avais qualifié de semi-box, on va utiliser Zoroark comme attaquant uniquement. Enfin, là actuellement oui, c'était pas trop le cas avant. Avant on pouvait se servir d'autre chose, on avait autre chose. Et en fait on va se servir de Zoroark de N pour son attaque. Joker, je crois que c'est Joker Ténébreux, enfin en gros son attaque, qui lui permet en gros d'utiliser l'attaque d'un Pokémon de N présent sur le banc, et de l'utiliser comme si c'était l'attaque de Zoroark, comme si c'était cette attaque que tu faisais. Donc, évidemment, c'est intéressant de jouer avec des Pokémon de N, sans blague. Et pour ça, on va jouer. On a 3 Pokémon. On a là actuellement, on a Zekrom de N, qui a une attaque qui permet de taper à 70, mais elle n'est affectée par aucun effet en action sur l'adversaire, ce qui fait que la réduction de dégâts, les annulations de dégâts sont complètement annulées par l'attaque, ne les prend pas en compte, par exemple, pour être exact. Et on a aussi une seconde attaque qui permet de taper à 250 de dégâts, mais tu ne peux plus attaquer, je crois, tu ne peux plus attaquer. Pour ce prochain tour, tu ne peux pas attaquer. On a aussi Darmacho de N, qu'on va utiliser notamment pour l'attaque. Pour en fait 2 attaques. Il y a une attaque qui marche en fonction d'une ligne d'énergie dans la défausse. Dans la défausse adversaire, me semble-t-il. Donc 30 de dégâts pour chaque énergie dans la défausse adversaire. Et on a aussi la deuxième attaque, c'est notamment celle-là qu'on veut, qui va nous permettre d'infliger 90 de dégâts au Pokémon actif et 90 de dégâts à un autre Pokémon sur le banc de l'adversaire. On pouvait utiliser aussi, parce que là c'est Zekrom noir, je crois qu'il y avait... Non, c'était pas Kyurem. Merde. Kyurem, Zekrom, c'était l'autre. Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du troisième. C'est pas Zekrom. Ah, j'ai oublié. Enfin bref. Cette carte permettait de taper à 170 de dégâts ou 20 dégâts pour chaque marqueur de dégâts présent sur le Pokémon. Donc ici sur Zoroark, parce qu'on l'utilise avec Zoroark, mais voilà. Sur le Pokémon en question. Donc voilà, on utilisait principalement ça comme attaquant. On va aussi avoir Zoroark, c'est ce que je disais sur ce deck qui n'avait pas le poids stabilité, le ratio poids stabilité est intéressant parce que le poids est pas spécialement élevé. Je veux dire, dans les ressources, en vérité, tu as vraiment besoin de Zoroark, de mettre 2 énergies, qu'on peut mettre en plus avec les énergies de PP, avec les PP+, de N. Et derrière, il faut juste le Pokémon pour taper. Il faut juste le Pokémon pour taper sur le banc. Voilà. Mais en plus de ça, tu pioches des cartes. En fait, tu peux, avec Zoroark, défausser une carte de ta main pour activer son talent. Et ce talent te dit de piocher 2 cartes. Voilà, tu pioches 2 cartes supplémentaires. Tu peux faire ça pour chaque Zoroark que tu as sur le terrain, une fois pour chaque Zoroark. Donc tu peux faire ça jusqu'à 4 fois. Tu peux faire ça, donc tu peux piocher entre 6 et 8 cartes, souvent, c'est ce que tu vas faire, ce que tu vas voir. On va jouer d'autres ressources. Déjà, on va jouer Péchaminus X, parce que c'est un Pokémon parce que Zoroark est un Pokémon de ténèbres, et ça permet... Péchaminus permet de mettre sur du banc, enfin, permet de switch un Pokémon ténèbres du banc, et de mettre sur l'actif. En échange, tu l'empoisonnes. On va se servir de ce poison pour augmenter les dégâts avec Mochi de Servitude, qui inflige 42 dégâts, enfin qui permet au Pokémon qui possède cet outil d'infliger 42 dégâts supplémentaires si le Pokémon est empoisonné, si le Pokémon qui possède cet outil est empoisonné. Donc voilà, s'il est empoisonné, il inflige 40 points de dégâts supplémentaires. En gros, on va aussi avoir le terrain de N, donc j'ai oublié, c'est le temple de N, je crois que c'est le temple de N, qui permet de switch, non même pas, tu switches pas. Tu vas battre en retraite gratuitement un Pokémon de N. Ça va te permettre de faire ça. Le coût de retraite des Pokémon de N sont 2-0, deviennent 2-0. Soit sont 0, en gros, ça annule complètement, ça retire l'entièreté des énergies dans le coût de retraite d'un Pokémon de N. On va jouer donc évidemment Détermination de Lily, on va jouer Ordre du Boss, ça c'est les cartes obligatoires dans le deck.
On va aussi avoir Favianos évidemment, on va avoir un Miaous dans le deck aussi. On va jouer Yveltal qui permet pour une énergie d'infliger 20 dégâts. Et en plus de ça, le Pokémon qui a subi l'attaque ne peut pas battre en retraite. On va aussi avoir Fortissimia, puisque Fortissimia, pour une énergie, avec si l'énergie ténèbres attachée à Fortissimia, on peut transférer 3 marqueurs de dégâts d'un Pokémon, d'un de tes Pokémon à un Pokémon de l'adversaire. Précise bien un de tes Pokémon à un Pokémon de l'adversaire, puisque vous ne pouvez pas aller chercher 3, vous devez, enfin les marqueurs de dégâts que vous transférez doivent être du même Pokémon, donc en fait les 3 marqueurs de dégâts, c'est maximum 3 marqueurs d'ailleurs, mais c'est que sur le même Pokémon. Vous pouvez pas prendre un marqueur de dégâts d'un Pokémon, un deuxième d'un autre et un troisième d'un troisième Pokémon. Non, c'est les trois. Tous les marqueurs de dégâts que vous utilisez, que vous déplacez, viennent du même Pokémon. Et vous pouvez les transférer que sur le même Pokémon adversaire. Sur un seul Pokémon adversaire. Donc tous les marqueurs seront sur le même Pokémon. Voilà. Vous transférez d'un Pokémon vers un autre Pokémon et pas comme vous le souhaitez. Voilà. Et vous ne pouvez pas vraiment disperser les marqueurs de dégâts comme vous le souhaitez. On va aussi avoir Rose Bouton qui permet de bloquer des objets, qui permet en fait pour une attaque à 0 en énergie, infliger 10 dégâts et en plus tu bloques les objets de l'adversaire, tu bloques les objets de l'adversaire dans ta main. Donc l'adversaire ne peut pas jouer d'objet de sa main, en gros c'est ça que ça fait exactement. On va aussi avoir Cyano qui permet d'aller chercher 3 Pokémon X du deck et de les mettre dans votre main. C'est évidemment super utile quand tu veux avoir plusieurs Zoroark sur le terrain parce que ça te fait piocher les cartes, donc plus tu as Zoroark, plus tu es stable. De plus, ça te permet de chercher Péchaminus, ça te permet de chercher Miaous et Favianos. Par la suite, quand tu as pris un Chaos, c'est toujours sympa d'avoir Favianos, notamment parce que ça fait piocher une carte, ça fait piocher 3 cartes sans te défausser de cartes d'autres ressources derrière. On va aussi avoir un Karateka parce que, comme Mochi, on va vouloir aussi augmenter les dégâts pour chercher certains KO qu'on ne peut pas aller chercher sans cela, notamment avec le Zekrom, parce que tu infliges 250 de dégâts. Avec Mochi plus Karateka, tu peux aller chercher un KO sur un Pokémon de niveau de X non méga. C'est-à-dire, en gros, tu infliges, c'est 350, 390, 330, tu infliges 330 de dégâts. Ça permet d'aller chercher tous les level 2 que tu souhaites. J'ai pas voulu faire comme ça, voilà. Donc voilà, sauf que ça te coûte aussi ta carte supporter. Et en plus, ça t'a besoin d'une énergie, tu as besoin de Péchaminus plus ton outil. Ça coûte donc assez cher. C'est vraiment difficile à placer. On va aussi jouer Petite Frappe qui permet de défausser un outil. Un outil et une énergie spéciale d'un Pokémon. Non, ça permet d'aller chercher de virer un Pokémon, un outil et une énergie spéciale des Pokémon de l'adversaire. Je précise, tu peux défausser une énergie spéciale d'un Pokémon et un outil d'un autre Pokémon. Tu n'es pas obligé d'utiliser le même Pokémon sur les deux cartes, sur l'outil et l'énergie spéciale. Voilà. On va aussi avoir Peaufine, Hyper Ball, classique, Pokéregistre évidemment, un carton rouge qui là cette fois-ci un peu obligatoire dans le deck, c'est notamment utile contre la Kazam. Sans ça, il n'a pas vraiment de match-up contre la Kazam, et même contre Wagada, c'est très intéressant contre Wagada. Voilà. On va jouer donc la Secret Box parce qu'on a le stade qui est très intéressant. On a le Mochi qu'on voudrait récupérer dans pas mal de match-up. Ça nous permet d'aller chercher aussi une carte supporter qui, on va dire, on en a plein qui sont utiles en fonction de la situation. On voudrait tel ou tel supporter. Et on va chercher un objet, ce qui peut nous être utile, évidemment, parce qu'on peut chercher carton rouge, le Poké-registre. On peut chercher PP1 de plus, qui permet de mettre une énergie du cimetière, une énergie de défausse, un Pokémon de N, de banc. Ouais, donc il faut qu'il soit sur le banc, et en plus de ça, il faut qu'il ait l'appellation de N. Il faut qu'il ait l'appellation de N. Voilà. En plus de ça, on va aussi jouer, et c'est notamment la carte qui est très spécifique à Zoroark, c'est le livre de transmutation, je crois. C'est le livre de transmutation ou tome de transmutation, un truc du genre. Et en gros, elle permet de prendre. Tu prends un Pokémon. Alors attends, il me semble que ça marche sur les Pokémon de base par contre. Faudra que j'aille voir le livre de transmutation. Est-ce que ça marche que sur les Pokémon? Et ben on va aller voir tout de suite. On a juste à aller récupérer Zoroark de N qui est dans le top 2. Todd Reclave. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il est là. Voilà.
Donc, ok, c'est bien ça. En fait, ça permet, déjà pour commencer, on ne peut pas jouer cette carte. Le tome de transmutation ne peut être joué que si on défausse un autre tome de transmutation en plus. Donc en gros, il faut 2 tomes de transmutation pour jouer son effet. Pour activer l'effet, il te faut 2 tomes de transmutation dans ta main. Une pour activer l'effet et 2 l'autre pour la défausser. Et derrière, du coup, pouvoir respecter la condition, du coup. Elle permet derrière de choisir un Pokémon de base sur ton terrain et de le mettre dans la défausse. Tu peux... Pardon. On va plutôt l'expliquer autrement. On va dire plutôt autrement. En fait, tu vas choisir un Pokémon de base sur ton terrain et un autre dans ta défausse. Et tu échanges la position des deux. Celui-là qui était sur le terrain va dans la défausse. Et celui-là qui était dans la fosse va à la place va sur le terrain. À la place de celui-là qui a été dans la défausse. Sachant que on garde tout. Tout le reste est gardé. On garde les marqueurs de dégâts. On garde les énergies qui étaient dessus. On garde aussi le nombre de tours qu'il a passé dans le truc. En fait, on garde tous les autres effets. On garde toutes les autres caractéristiques. On garde les autres caractéristiques. Hormis certaines, puisque évidemment le type de la carte va changer puisque ce n'est plus la même carte. Mais toutes les caractéristiques qui sont différentes de la carte elle-même, qui sont indépendantes de la carte elle-même, elles restent. Ce qui fait que du coup, on peut faire un truc. Ce qui existe, on peut faire Darumaron, on a qu'un seul dans le deck. On a Darumaron dans la défausse. On va switch un Pokémon. Souvent, on va switch un Pokémon d'ailleurs qui ne sert plus actuellement. Par exemple, ça peut être un Calibetal. On va switch et on va prendre un Pokémon sur le terrain qui était là le tour d'avant. Qui était déjà là le tour d'avant. On va donc faire le tome. On va prendre le Pokémon qui était du coup sur le terrain avant. On va le mettre dans la défausse. On va remettre Darumaron à la place. On va remettre Darumaron sur le terrain à la place du coup du Pokémon qu'on a choisi, qui a été mis dans la défausse. Et vu qu'on garde toutes les caractéristiques indépendantes de la carte elle-même, on garde le nombre de tours qui étaient présents sur le terrain. Donc Darumaron, actuellement, est considéré comme s'il était présent encore sur le terrain d'avant. Il était présent sur le terrain le tour d'avant. Donc il a le droit d'évoluer. Donc, d'après les règles, il a le droit d'évoluer. On peut le faire évoluer alors qu'on vient de le mettre sur le terrain. Voilà. C'est des caractéristiques des caractéristiques comme ça. C'était notamment l'utilité principale de Cardus d'ailleurs, quand elle existait. Le tome de transmutation fait la même chose. Hein. En fait, Cardus et les tomes de transmutation, c'est les mêmes cartes. C'est juste que Cardus, c'était une supporter. C'est une carte supporter qui, du coup, n'avait pas de conditions supplémentaires, comme c'est le cas de tome de transformation qu'il faut en avoir 2. Voilà. Et petite chose, évidemment, pourquoi le deck est compliqué. Déjà, le fait que ce soit une semi-box fait qu'il a pas mal d'outils. Il peut se jouer sur plein de trucs. Comme j'ai dit, il n'y a même pas la troisième carte qui était Curem blanc, je crois que c'est Zekrom blanc, je sais plus, Reshiram, c'est Reshiram, voilà, c'était Reshiram la troisième carte, les troisième attaquants qu'on pouvait mettre, c'était Reshiram. Il n'y a pas Reshiram dans la decklist, évidemment. Reshiram est quand même utilisé, il peut être utilisé, on peut le jouer, je crois que c'est pas très fréquent, mais il est parfois dans certaines decklists. On joue aussi du coup Zekrom lui-même et Darumaron et Darumacho. Ça fait 3 attaquants différents qu'on peut jouer qui ont des utilités différentes. Qui en plus, on n'en a pas forcément pléthore. Je veux dire, on en a 2. On a 2 Zekrom. Souvent, on a un Reshiram, un Darumacho. Ça fait que s'il meurt, tu peux être dans la sauce. Tu peux être dans la merde. Voilà. S'il meurt, ça t'emmerde beaucoup. Donc, ouais. Voilà quoi. Et un autre truc. Et un autre truc, quand même, c'est qu'en plus de ça, Darumacho te défausse ses énergies. Donc, faut en plus derrière la remettre. Sachant que le KO, tu n'es pas sûr de l'avoir. Tu n'es pas sûr de te faire KO. Zoroark avec 280 HP. Voilà. Ce qui rend aussi le deck un peu plus dur, c'est que malgré cela, il est particulièrement fragile. Il y a pas mal de decks qui sont capables de one-shot. Notamment dans le format actuel où il a la faiblesse plante. Et il y a facilement au moins 4-5 decks qui ont des Pokémon pour taper qui sont de type plante. Et qui peuvent one-shot du coup, Zoroark du coup. Et sauf que, je rappelle, c'est un Pokémon X. Donc, voilà. On a beau avoir beaucoup de pioches, on a quand même besoin de pas mal de ressources. Et de renouveler très souvent ton deck. Hein. Je veux dire, surtout suivant les match-ups. Tu peux avoir besoin de Mochi ou de Karateka. Ce qui fait que du coup, ça te coûte des ressources supplémentaires. Évidemment, hormis avant de taper avec Zoroark, on doit choisir entre Rose Bouton,
On doit choisir entre Rose Bouton, Yveltal et Nigirigon, qui te permet d'aller chercher un Pokémon, qui permet de regarder dans les 7 cartes du dessus de ton deck et d'y choisir une carte supporter et de l'ajouter à ta main. Voilà. Évidemment, tu as aussi Fortussimia qui n'est pas une carte facile à jouer puisque tu vas transférer 3 marqueurs de dégâts de quel Pokémon, souvent d'un Pokémon auquel ça peut être intéressant, mais sur quel Pokémon, le problème c'est que ça va tellement dépendre du match-up ça va dépendre du match-up, ça va aussi dépendre d'autres choses, puisque ça va pas dépendre que du match-up, ça va aussi dépendre fortement de la situation, évidemment. Et voilà. En mi-ça, on a aussi le PP de plus, qui fait que tu as besoin d'énergie dans ta défausse. T'en as que 7, tu peux pas non plus tout défausser. T'as le Poképad, le carton rouge, voilà. La petite frappe qui s'utilise pas tout le temps, mais qui, quand c'est bien joué, peut être très fort, mais il faut bien le jouer, ça c'est autre chose. C'est une autre paire de manches. Le livre, du coup, le tome de transmutation qui est aussi pas facile à jouer. Donc voilà, il y a pas mal de cartes qui sont pas faciles à jouer, dont une ou plusieurs qui sont même assez galères à sortir, puisque par exemple pour 4 petites frappes c'est une supporter et tu veux pas la sortir juste pour une énergie spéciale ou juste pour un outil, sauf que parfois t'as pas le choix. Tu as le tome de transmutation, tu as besoin de 2 fois la carte, et en plus de ça ça sert notamment à faire une mécanique qui est pas du tout connue des débutants, ce qui fait que du coup effectivement on va avoir notamment beaucoup de fois où le tome de transmutation va pas être bien utilisé. On va avoir aussi des trucs, c'est que les Zoroark, tu fais une erreur dans le deck, c'est pas, l'erreur n'est pas atténuée en fait. Les conséquences ne sont pas atténuées. Elles sont pas graves, elles sont pas énormément amplifiées, mais elles ne sont pas graves, elles sont pas atténuées et elles sont pas spécialement amplifiées non plus. Mais du coup, le fait qu'elles sont pas atténuées fait que le deck est beaucoup plus difficile. T'as pas le droit trop à l'erreur sur les matchs. Si le mec est pas bon, mais si le mec est très bon, il y a des chances que t'as pas vraiment le droit à l'erreur. De toute façon, même avec un deck simple, normalement, face à un deck pro, face à par exemple Stéphane Ivanov, t'as pas trop le droit à l'erreur. Tu peux, si c'est vraiment une petite erreur. Mais même là, même dans Zoroark, une petite erreur peut être assez gravissime, devenir gravissime sur le temps, en fait. Voilà, et souvent d'ailleurs, le deck va pouvoir perdre parce que tu fais plein de micro-erreurs, mais ajouter bout à bout, ça devient grave. Ouais, ça devient grave. Voilà. On a ce genre de truc là. On a aussi évidemment le fait que c'est du Hex qui est pas particulièrement tanky puisque la faiblesse vient tout fragiliser. C'est extrêmement chiant. On a pas mal d'attaquants différents. Pareil, pas d'abord pour Darumacho, tu vas taper qui avec. Notamment, alors sur post actif, oui, tu tapes le bec qui est sur post actif, t'as pas le choix. Mais tu vas taper qui sur le banc. Et pareil, c'est Chrome, t'empêche d'attaquer quand tu fais l'attaque à 950. Il faut le switch derrière. Parce que, encore une fois, une mécanique que les débutants ne savent pas, c'est que quand un Pokémon passe du post actif au banc, il perd les effets. Les effets secondaires qu'il avait, il les perd, il n'en a plus. Il se soigne des états spéciaux, il n'est plus affecté par les effets secondaires. Comme du coup celle qui était présente sur Yveltal, qui empêche de battre en retraite. Si tu arrives à switch ton Pokémon sans passer par le battre en retraite, évidemment, parce que tu peux pas. Et si tu arrives à faire échange, l'effet qui dit qu'il n'a plus le droit de battre en retraite n'est plus affecté. Il n'est plus affecté. Mais de plus de ça, le post actif, en fait, c'est pas le post actif que tu as visé, c'est le défenseur. Non, le Pokémon qui a subi l'attaque. Donc en fait, l'attaquant, le Pokémon qui va arriver après n'est pas affecté. N'est quand même pas affecté. Et ça compte évidemment pour l'attaque de Zekrom, du coup, qui fait que tu pourras attaquer au prochain tour. Si tu arrives à switch ton Zoroark, tu peux soit le remettre, soit mettre directement un autre Zoroark qui lui pourra attaquer. Quand même. Ce qui le rend plutôt pas mal, parce que taper à 250 à chaque fois que tu switch, c'est quand même plutôt pas mal. Mais voilà. C'est pas un truc qui est non plus très connu des débutants, cette mécanique-là. Mais déjà, le fait que ce soit une box, ça peut poser pas mal d'erreurs. Ça pose pas mal d'erreurs puisque tu sais pas vraiment tu joues quoi, tu vas jouer comment. Enfin, le jouer comment, si tu comprends bien que tu vas chercher à attaquer avec un Pokémon de haine, tu vas vouloir mettre un Pokémon de haine sur le banc parce que l'attaque te le demande. Évidemment, l'attaque, je veux dire, comment jouer le deck, en fait, c'est pas comment jouer le deck, c'est comment
attaquer avec le deck, ce que tu dois réussir à faire avec le deck. Tu sais, déjà tu dois gagner évidemment, mais tu sais comment tu voudras attaquer, tu sais comment tu vas vouloir attaquer, tu sais les ressources, à peu près toutes les ressources que tu as, mais comment tu joues le gel deck, c'est pas simple. Zoroark va avoir notamment un truc, c'est que il va vouloir attaquer très vite, il va vouloir notamment attaquer assez vite, mais tu vas vouloir aussi pas mal de Zoroark, donc tu vas avoir te ralentir pour pouvoir piocher des cartes supplémentaires avec d'autres Zoroark, en invoquant d'autres Zoroark, je précise. Et en plus de ça, t'es pas particulièrement rapide parce que t'as besoin de beaucoup de ressources à chaque tour. Si tu joues Zekrom, t'as besoin de switch et de remettre un autre Pokémon un autre Zoroark qui peut attaquer en plus. Donc voilà. Et puis c'est dans le cas où en plus tu ne c'est dans le cas où en plus de ça, tu ne te fais pas KO. Évidemment, souvent tu vas te faire KO. Il y a pas mal de Pokémon de type plante qui font que voilà. Et puis même en dehors des Pokémon de type plante qui vont du coup te one-shot à chaque fois, il y a des decks qui peuvent te one-shot sans ça. Hein. Qui peuvent te one-shot sans ça. Rwagada peut te one-shot avec Metalos. Voilà. Lancerien te one-shot pas, mais il tankikine. Ah, il va tankikiner ça sévère. Puis c'est à peu près. Ouais, non, j'allais dire c'est à peu près tout, mais enfin, vous avez compris. Du coup, après le topo. Et puis évidemment, t'es sensible au banc parce que ton Dormacho, t'en as qu'un seul. Ton Reshiram, t'en as potentiellement qu'un seul. Ceux-là, t'as pas vraiment envie de les perdre. Enfin, Darumacho encore moins. Et puis si tu le perds, évidemment, faut que tu le ramènes avec le tome de transmutation. T'as pas trop le choix. Et Zekrom n'est pas une carte facile à utiliser, hein, évidemment. De plus, en plus de ça, attends, c'était quoi je voulais dire en plus de ça? Je sais plus, il y avait un autre truc que je voulais dire qui du coup n'est pas fonctionnel. Enfin, c'est un deck qui est tout prize, hein. C'est un deck où tu vas jouer les tout prize, donc en plus de ça, tu fais one shot, c'est pas très agréable, hein, dans un deck avec des Pokémon X. C'est pas très agréable. Mais voilà, vous avez à peu près compris le truc qui fait que c'est pas simple à utiliser comme deck. C'est un deck qui est pas très conseillé. On va continuer sur la deuxième semi-box qui est, je pense, actuellement le deck le plus difficile à jouer actuellement. Peut-être... non, dans la méta, oui. Peut-être pas parmi tous les decks qui existent. Il y a des decks qui sont sûrement plus difficiles. Ne serait-ce que le contrôle de ce Lordo. Mais qui n'est déjà pas conseillé aux débutants, mais surtout en plus de ça, qui n'est même pas méta. Donc ça règle le problème. Voilà, évidemment, je présente que des decks qui vont être méta. Qui vont dans la méta, qui vont être jouables, qui vont être forts. Qui vont pouvoir combattre la méta elle-même. Voilà. Donc voilà, nous avons Rwagada. Alors Rwagada, c'est au même style que du Zoroark. On va utiliser Rwagada lui-même pour attaquer à partir de plein d'attaques différentes qu'on va se procurer via d'autres Pokémon. Faut savoir un truc déjà, le Rwagada, il y a plein d'attaquants qui peuvent jouer dessus. En fait, déjà, je vais vous expliquer Rwagada. Rwagada, ce qu'il fait, pour une énergie psy plus une énergie incolore, donc n'importe quelle énergie plus une autre énergie, en gros, on va pouvoir être son attaque. Tu vas défausser la carte du dessus de ton deck. Donc déjà, tu défausses la carte du dessus de ton deck. C'est pas forcément à ton avantage, c'est pas tout le temps ton avantage. Ça fait aussi que tu vas avoir besoin de beaucoup de ressources d'ailleurs pour pouvoir t'assurer que tu as la bonne carte sur le dessus de ton deck. De plus, du coup, si le Pokémon que tu as défaussé de cette manière est un Pokémon, alors tu vas pouvoir choisir une attaque de ce Pokémon et l'utiliser comme si c'était l'attaque de Rwagada, comme si c'était l'attaque que tu venais de choisir avec Rwagada. Donc l'utiliser en gros. Voilà. Bon, déjà, du coup, vous vous doutez bien que du coup, on va en profiter pour avoir plein d'attaques différentes. Donc, évidemment, on va jouer principalement Metalos Curem. Metalos qui tape à 300, tape à 150 de dégâts et tu peux défausser. Le problème, c'est que c'est mal écrit en plus de ça. C'est très mal écrit. En fait, un autre truc qui est sur les débutants, c'est que cette carte est mal écrite. Metalos n'est pas bien écrite. Du coup, en fait, quand tu lis Metalos, t'as l'impression que tu vas juste taper à 150 avec. Alors que du coup, t'avais l'autre Beta-Chef qui tape à 250. Et qui du coup n'a pas la restriction du coup l'énergie. Parce que j'ai oublié de dire, Zoroark, tout comme Rwagada, tout comme Zoroark, ils n'ont pas besoin de respecter le coût d'énergie de l'attaque qu'ils vont utiliser. Enfin, si, mais de leur attaque, de celle qui permet de copier, pas de celle qu'ils vont utiliser.
Donc en gros, celle qui est affichée sur la carte Zoroark / Rwagada. Rwagada, c'est une énergie psy plus une énergie incolore. Zoroark, c'est deux énergies ténèbres. Ils ont besoin de respecter ce coup d'énergie-là, pas celle qui est affichée sur la carte qui possède l'attaque que tu vas utiliser. Si j'ai bien expliqué le truc. Parce que Métalos, par exemple, Métalos, lui, il a besoin de... C'est vrai, c'est 3 énergies métal plus une incolore. Bah, c'est 3 énergies métal là plus incolore, t'as pas besoin de la respecter. Pour utiliser ça avec Rwagada. Pour utiliser l'attaque avec Rwagada. Je crois que c'est bien avec Rwagada. Sinon, si tu tapes avec Métalos, évidemment, tu peux pas dans le deck. Mais si tu veux taper avec Métalos, il faut le respecter. Il faut respecter ce coup-là. Mais avec Rwagada, c'est l'énergie psy plus incolore que tu as besoin de respecter. Voilà. En fait, tu copies l'attaque comme si c'était la carte, comme si c'était Rwagada qui possédait l'attaque. Mais du coup, ça prend pas en compte le coup de les coups, ça prend en compte que l'attaque elle-même. Les dégâts que ça inflige plus son effet. Voilà. Pas son coup en elle-même. Puisque ça pourrait être très bien, tu pourrais très bien avoir une autre carte qui a la même attaque, mais pas avec les mêmes coups, pas avec les mêmes effets. Enfin, pas avec les mêmes coups, mais souvent avec les mêmes effets plutôt. Voilà. Et en gros, il faut déjà prendre en compte ça. Du coup, on va jouer passe-plan Métalos et Kyurem, voilà. On va déjà pour commencer Métalos, l'attaquant principal, celui-là qui permet de taper juste comme un bus, et puis voilà. Qui tape comme un bus, souvent ça va one-shot d'ailleurs, ça va one-shot pas mal de cartes, puisque tu tapes très 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 fort. Ça tape à 300. En gros, tu peux taper jusqu'à 300 avec. En fait, Métalos c'est mal écrit, comme j'ai dit, parce que c'est écrit. En fait, vous pouvez défausser 2 énergies métal et infliger 150 de dégâts supplémentaires. Et bah, le truc, c'est que c'est mal écrit. Et en fait, vous pouvez défausser 2 énergies métal, est une semi-condition. C'est-à-dire, en fait, si vous pouvez défausser ces 2 énergies métal, il vous faut les faire. Si vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez quand même infliger vos dégâts supplémentaires. En fait, c'est ça qui est un peu mal fait, c'est qu'en fait, Métalos, il dit, du coup, vous pouvez défausser 2 énergies métal. Si vous avez donc, pour infliger ces 150 dégâts supplémentaires, vous devez défausser des énergies métal si vous pouvez les défausser. Vous voyez le problème. En gros, si vous pouvez défausser 2 énergies métal, alors vous devez défausser vos 2 énergies métal pour infliger 150 dégâts supplémentaires. Si vous n'avez pas ces 2 énergies métal à défausser, alors vous pouvez quand même infliger vos 150 dégâts supplémentaires. Donc pour Rwagada, vous infligez 300 bruts. Gratuitement. Parce que vous n'avez pas d'énergie à défausser, puisque vous n'avez pas les énergies métal. Alors que si vous voulez jouer Métalos lui-même, vous êtes obligé de les défausser ces 2 énergies métal pour taper plus fort. Sur Rwagada, vous n'avez pas vos énergies métal, vous n'avez pas à défausser ces énergies, mais vous pouvez quand même taper plus fort. C'est là où c'est mal écrit. C'est là le problème. Et le problème, c'est quand on lit Métalos, tu le comprends pas comme ça. Et pour un débutant, par exemple, tu ne le comprends pas comme ça, tu comprends comme si t'as pas d'énergie métal, donc tu tapes à 150. T'as Bétochef qui tape à 150, donc t'aurais pas l'intérêt si tu pouvais pas taper plus fort avec. Puisque c'est le seul truc qu'il fait, hein, Métalos, c'est taper très fort. Mais sauf que il tape à 300 de dégâts pour autant de coups que Bétochef, puisqu'il a pas de. Bétochef, fallait qu'il ait un marqueur, Bétochef, lui, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est qu'en fait, c'est marqué sur la carte que vous ignorez tous les coups d'attaque, le coup d'attaque entier de l'attaque en elle-même, s'il a une altération de statut. Ok. Intéressant, du coup, s'il a une altération de statut, vous ignorez le coup d'attaque de cette carte. Ok. Ça veut dire en gros, tu tapais gratuitement pour 250 de dégâts. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, hein. Vraiment. Sauf que du coup, Rwagada ne prend pas en compte le coup d'attaque de l'attaque elle-même. Il prend en compte le coup d'attaque que je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie psy plus incolore. Donc en fait, t'avais même pas besoin de mettre une altération de statut, sachant qu'une énergie psy plus une incolore, c'était totalement atteignable. C'était pas le cas de Bétochef où il fallait 5 énergies. En fait, il fallait une énergie combat plus 5 énergies, plus 4 énergies d'autres, plus 4 tiers d'énergie. Ça, c'était pas atteignable. Ça, c'était très difficile à atteindre. Évidemment. Voilà. Kyurem lui dit, il dit autre chose. Il dit, vous devez défausser, pour infliger, vous défaussez toutes les énergies de ce Pokémon. Donc déjà là, c'est bien écrit, vous êtes obligé de les défausser. Vous n'avez pas le choix. Sinon, vous ne faites pas l'attaque en fait. Dès que vous voulez faire l'attaque, vous êtes obligé de les défausser. Ok. Et vous infligez 110 de dégâts à 3 Pokémon adversaires. On précise quand même. Adversaire. Voilà. Post-actif ou bon, hein, voilà, c'est par contre. C'est 3 Pokémon adversaires. Quels que soient les Pokémon. Voilà.
Du coup, qu'est-ce qu'on va... Donc on va évidemment voir ça, et on va jouer avec l'énergie boomerang, qui permet de contourner un petit peu les... Vous devez défausser toutes les énergies, parce que l'énergie boomerang dit si elle est défaussée par une attaque, si elle a été défaussée sur l'utilisation d'une attaque, elle revient sur le Pokémon qui l'a défaussée au départ. Voilà, on le défausse sur Kyurem, elle revient sur le Pokémon, du coup en fait t'as défaussé toutes les énergies sauf les énergies boomerang en fait. En gros, donc donc t'as défaussé toutes les énergies sauf une. En gros du gros. Voilà. C'est évidemment intéressant. On va avoir Miaouz. Alors, dans les attaquants, va avoir plein d'autres attaquants différents qu'on peut jouer. On va avoir tout en faire qui permet de mettre 6 marqueurs de dégâts à tous les Pokémon qui possèdent un talent. On peut avoir Zeraora qui permet d'infliger 210. Enfin, vous devez défausser toutes les énergies de ce Pokémon. Déjà, vous défaussez toutes les énergies de ce Pokémon d'abord. Donc, encore une fois, l'énergie boomerang. Puis, vous tapez à 210 sur un Pokémon avec un encadré règle sur le banc d'adversaire. Donc, vous tapez un Pokémon du banc de l'adversaire, et à condition par contre que ce Pokémon il doit avoir un encadré règle, donc soit une Pokémon X ou V. Normalement je crois que c'est par contre Pokémon X, pas avec un encadré règle spécifiquement d'ailleurs. Ouais, c'est Pokémon X, c'est écrit dessus. Ce qui est écrit c'est Pokémon X, pas Pokémon avec un encadré règle. Donc ça permet par contre, là où c'est utile, ça permet d'aller chercher des choses que tu ne peux pas aller chercher autrement. Vous allez voir pourquoi. Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs, je pense que vous l'avez sûrement vu. En fait, tu peux aller chercher Fabianos, Miaous, Mélofée lui-même, Péchaminus. Voilà, il y a plein de Pokémon. En gros, tous les Pokémon support X, tu vas pouvoir aller les chercher. À peu près. Évidemment, pas Zoroark, par exemple. Mais voilà. Il y a pas mal de cartes comme ça que tu vas pouvoir aller chercher. Ou même tu vas pouvoir aller chercher Kangwax. Mais Kangwax, souvent, tu vas one-shot avec un coup de Métalos. Quand il va se passer actif. Tu vas pas trop aller chercher avec Zoroark. Avec Zeraora. Mais tu peux faire Zeraora plus Zoroark, hein, je précise. Voilà. Évidemment, 2 Zeraora permet de tuer à peu près tout ce que tu veux. 420 dégâts, ça fait. On va aussi évidemment jouer Mélofée de Lily. En attaquant, on peut taper avec. C'est pas trop son utilité. C'est surtout pour son talent qu'on l'a. Parce que Wagadla, c'est un type psy. Donc, même quand tu utilises une attaque d'un autre Pokémon, mais que tu utilises avec l'effet de Wagada, bah, tu tapes sur le type psy. Donc, en fait, tu vas quand même être affecté par le talent. Enfin, tu vas quand même, du coup, fonctionner avec le talent. Quand même. Alors, dans les autres attaquants, on va pouvoir aussi jouer d'autres trucs comme on peut jouer Spectreval, permet de mettre 120 de dégâts, non, 12 marqueurs de dégâts sur un Pokémon de l'adversaire. Ça permet de taper à travers Shaymin, principalement. Ça permet de chercher ce que tu veux à travers Shaymin. Ça peut même d'aller toucher Shaymin lui-même, d'ailleurs. On va aussi jouer, on va pouvoir jouer du Kourou-singe, qui permet de s'auto-KO, mais tu KO l'adversaire au passage. Enfin, en gros, il dit que les Pokémon, les deux Pokémon actifs, donc le tien et l'adversaire, se KO. Voilà, sont KO. Ce qui est souvent très utile quand tu KO un Pokémon X, sachant que le tien c'est un Pokémon de base. Enfin, c'est un Pokémon de base, c'est un Pokémon One Prize. On dit One Prize parce qu'il n'a pas cette caractéristique de donner plusieurs récompenses. Il n'en donne qu'une seule quand il est KO. Et puis c'est notamment encore plus utile quand tu vas one-shot quelque chose que tu pouvais pas one-shot avec Métalos. Et qu'en plus de ça, c'est un Pokémon méga. Voilà. Très intéressant évidemment. On va aussi avoir, peut aussi jouer par exemple Trochaudon qui permet de one-shot un Pokémon s'il possède une énergie spéciale sur lui. C'est à peu près tous les Pokémon qu'il y a. Non, on va aussi jouer 2 autres cartes. Alors Pomarmotte ou Drascore. Alors ça dépend de vos préférences. Drascore inflige moins de dégâts, il empoisonne et il empoisonne. Pomarmotte inflige plus de dégâts, mais ils ont tous les deux cet avantage de s'infliger les dégâts. Donc tu vas pouvoir infliger, pour le cas de Pomarmotte, tu t'infliges 62 dégâts. Pour le cas de Drascore, tu t'infliges 70 dégâts, mais l'adversaire est empoisonné. L'adversaire est paralysé. Et quand on est paralysé, on ne peut rien faire avec. Littéralement, tant qu'il n'a pas battu en retraite, on ne peut pas le bouger. Il ne peut pas battre en retraite, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas utiliser son talent. Voilà, et il ne peut rien faire. Vraiment rien faire du tout. Par contre, ça se barre automatiquement au prochain tour. Voilà, ça se barre à la fin de ton tour, obligatoire. Bon, je le précise quand même. Et puis, tu veux pas être un talent actif. Si c'est un talent comme Shaymin qui est passif, elle est quand même présente, hein, je précise. Voilà.
Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, tu peux pas. Bah non, tu me diras, t'as pas ordre du boss, donc au pire, ça va pas changer un truc. Mais voilà. Un autre truc qui fait que, bah en fait, c'est difficile, Rwagada, t'as pas d'ordre du boss. Dans le deck, on voit qu'on a dans les supporters, on a détermination Lily et décodage des cryptomanes. Voilà. On va avoir pas d'ordre du boss, puisqu'on va hâter tout ce qu'on veut aller chercher avec sur le banc. Et bon, on peut aller chercher avec QRM ou Zero Aura. Zero Aura qui va d'ailleurs maintenant être très présent dans le deck d'ailleurs. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Oui, si, ça va être tout le temps le cas, même dans les versions avec un Monometalos. Monometalos, Monocurem. Normalement, on en a deux, mais ça existe, des versions existent avec Monometalos, Monocurem qui vont avoir plus d'outils encore, qui vont être encore plus difficiles à jouer. Mais évidemment, je présente celle-là parce que c'est celle un petit peu de base. C'est un peu celle de base. Voilà. On va jouer pour piocher un petit peu parce qu'il nous faut piocher un peu. On va jouer Fabianos et Kangourex, évidemment détermination et du coup décollage des cryptomanes. Un des combos principaux qu'on a, c'est décollage des cryptomanes plus le talent de Kangourex. Kangourex post-actif, il permet de piocher 2 cartes. Tu peux piocher 2 cartes. Bah, tu peux faire décollage des cryptomanes plus derrière le talent de Kangourex. Du coup, en fait, tu as mis, avec décollage des cryptomanes, tu as mis les 2 cartes du dessus de ton deck. Enfin, les 2 cartes que tu veux de ton deck sur le dessus de ton deck. Et derrière, tu les pioches avec Kangourex. Donc, en fait, en gros, décollage des cryptomanes plus Kangourex te permet d'aller chercher. Te permet, comme si tu avais, en gros, utilisé une carte qui avait l'effet va aller chercher dans votre deck 2 cartes et mettez-les dans votre main. Voilà. En gros du gros. C'est en gros ça. Évidemment, c'est extrêmement fort. C'est notamment encore plus utile quand tu te dis que, quand j'ai dit Rwagada, il doit défausser la carte du dessus de son deck pour y trouver un Pokémon que tu peux mettre sur le dessus de ton deck avec décollage des cryptomanes. Voilà. Donc c'est encore plus utile. Un décollage est encore plus utile puisque du coup, t'as pas besoin. C'est un outil qui permet d'ajouter, du coup, de mettre la carte que tu veux sur le dessus de ton deck. Et donc, un Pokémon si tu veux taper avec. Voilà. On va aussi avoir Miaus pour une carte supporter, évidemment, notamment quand tu as genre si peu de supporters, il faut que tu aies un moyen d'aller la chercher. Donc tu vas jouer Poké Registre parce que ça permet d'aller chercher Metalos, QRM, Zero Aura ou n'importe quel attaquant par ailleurs. Parce que, petite précision quand même, Rwagada ne peut pas utiliser l'attaque, peut faire son effet, donc ne peut utiliser l'attaque du Pokémon qui a été défaussé uniquement s'il n'a pas d'encadré de règles. Uniquement si le Pokémon qui a été défaussé n'a pas d'encadré de règles, je le précise. Donc on peut aller chercher évidemment avec Poképad des QRM, on peut aller chercher n'importe quel attaquant. On peut aussi aller chercher évidemment Ramelos et Rwagada, notamment Ramelos parce qu'il a que ses 80 HP, ça marche pas sur Pofin. Voilà. On va jouer Hyperball, aussi pour la même raison, aller chercher les attaquants, mais aussi aller chercher n'importe quoi, aller chercher du Rwagada, évidemment, mais surtout aller chercher Kangourex, Miaus, ou même Fabianos. Mélo fait la chasse de notre occasion, évidemment. On va jouer aussi les patchs parce que ça nous permet de mettre des énergies psy de la défausse et de les mettre sur le terrain. Enfin sur un Pokémon de base. Évidemment très utile, notamment quand tu as un coup d'attaque qui est sur 2 énergies que tu peux donc pas faire en un seul tour, tu peux pas changer en un tour. Ça te permet en un tour de mettre les 2 énergies, ce qui est notamment très utile sur Rwagada. Ça permet de sauver quand même pas mal de choses. On va jouer les civières, notamment la civière principalement, puisque on a... c'est simple, en fait, Zeraora, tous les Pokémon attaquants, vu que tu les défausses, si tu veux la réutiliser quand tu les as plus dans le deck, il faut aller les chercher avec civière, t'as pas le choix. Et civière, parce que ça les met dans ta main, hein, et je précise quand même, petite précision, ça les met dans ta main, civière, hein, c'est pour ça que c'est civière qu'on joue et pas autre chose. On va jouer Secret Box, parce qu'on va avoir besoin notamment... on a les outils, on a un outil, même 2 ici, ça dépend de la version, le casque est pas forcément tout le temps là. Ça permet évidemment d'aller chercher un objet et une supporter, ce qui est très utilisé, ce qui évidemment est utile et toujours possible dans n'importe quel deck. Mais surtout parce qu'on a besoin du stade, Académie de nuit, qui permet de mettre une carte de ta main sur le dessus de ton deck. Et vous voyez du coup pourquoi Rwagada est très fort aussi, et pourquoi on arrive à être constant avec Rwagada. Ça se joue pas sur la chance. On va mettre... ça se joue pas trop sur la chance, pour attaquer notamment. On va chercher à avoir dans notre main un Metalos, un attaquant qu'on veut, et on va le mettre sur le dessus de son deck avec l'Académie de nuit, ce qui nous permettra avec Rwagada du coup de la défausser, puisqu'on est sûr, la carte qu'on vient de mettre, la carte est sur le dessus de son deck, on vient de la mettre, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on va défausser puisqu'on vient de la mettre. Voilà. On va évidemment jouer en outil le bracelet vaillant, notamment parce que ça permet de faire des one-shots
Ça permet de KO des Pokémon, tous les Pokémon level 2 X non méga avec Métalos, notamment. On va jouer le casque, qui est aussi potentiellement utile, notamment sur Kangourex, qui peut encaisser des coups facilement, puisqu'il a 300 HP pour un Pokémon de base. C'est quand même assez élevé. C'est quand même assez vénère. Il permet donc d'encaisser des coups. Et non, on ne joue pas Frison. On n'a pas la place dans le deck, on n'a pas la place. Évidemment, on l'aurait fait si on pouvait, hein, parce qu'on voudrait encaisser un peu plus avec Kangourex en plus de ça. On voudrait pas mal encaisser en plus de ça. Mais voilà, on a le casque. Donc voilà, le casque nous permet de piocher 2 cartes lorsqu'on subit une attaque sur le Pokémon qui possède le casque. Donc voilà. Et uniquement si le Pokémon est sur le poste actif d'ailleurs. Il faut quand même le préciser. On va jouer un échange, notamment pour avoir un peu plus de maniabilité. Notamment parce qu'on peut juste battre en retraite. On n'a pas vraiment trop d'options. Une fois qu'on a battu en retraite, on n'a plus d'options pour switch les Pokémon. Or, on voudrait Kangourex sur le poste actif pour piocher la carte. Et derrière, battre en retraite, faire Rwagada. On n'a que la Tias, on peut le faire parce qu'on a la Tias. Mais si Rwagada n'est pas mort, on voudrait bien faire un switch. Kangourex, piocher Rwagada et remettre Rwagada. Ou même pour te débloquer de quelque chose. Hein. Ça peut être très utile aussi pour te débloquer de quelque chose. Voilà. On va du coup avoir une d'énergie bon, comme j'avais expliqué, notamment pour les attaques qui vont défausser nos énergies. Des énergies psy normales, parce que on a le patch, le fortifiant merveilleux, qui ne fonctionne que sur les énergies de base, enfin des énergies psy de base. Et on a l'énergie télépathique qui permet d'aller chercher 2 Pokémon. Enfin, si elle est attachée à un Pokémon psy, on peut aller chercher 2 Pokémon psy de base de notre deck qui nous ajoute directement sur le banc. Voilà. Bah évidemment, déjà d'un point, c'est un semi-box, ce qui fait qu'il n'est pas forcément facile à jouer, parce que tu as plein d'outils différents que tu vas pas utiliser de la même manière, pas pour la même raison, ce qui fait évidemment que bah, en fonction de la situation, tu vas pas pouvoir tout le temps tout jouer, et puis il y a des moments, il y a pas mal de situations où tu peux jouer si tu as plusieurs utilisations, tu peux jouer plein de choses, tu peux jouer plusieurs choses qui sont fiables, et il faut trouver le truc le plus optimisé, ce qui va te donner le plus de chances de gagner. Voilà. Donc voilà. De plus, Rwagada est pas une carte. L'attaque de Rwagada n'était pas du tout une carte légère, une attaque légère à faire. Il faut le stade, l'attaquant, le charger sur les 2 énergies, le Rwagada, le Ramolos. Sûrement de quoi switch quand tu as par exemple Kangourex, mais sûrement de quoi switch. Et sur le long terme, en plus, il faut que tu les ramènes avec Civière. Voilà. Et en plus, tu peux avoir besoin du bandeau, du bracelet vaillant pour certaines fois. Donc, effectivement, c'est cher. En plus de penser aussi que certaines attaques défaussent tes énergies derrière. Donc, c'est un peu cher. Le poids du deck est assez élevé. Souvent, tu vas même pas taper T2 avec. Hein. Tu peux te le permettre. Déjà, tu peux te le permettre. Parce que les decks sont pas tous super rapides. Donc, tu peux effectivement te le permettre. Voilà. Voilà, tu peux te les permettre. Et puis, en plus de ça, le deck est fait pour remonter derrière. Donc, ok. Puisque le Rwagada, c'est du one prize, hein, je le précise. C'est Kangourex qui est une méga, mais sinon, voilà. Donc, ok. Déjà, le poids est évidemment assez élevé. On n'a pas beaucoup de cartes de pioche, hormis nos supporters. On a Kangourex et Fabianos, mais Fabianos ne fonctionne pas tout le temps. Et Kangourex, voilà, le Kangourex, il en fait piocher que 2, en fait. Hein. Donc, enfin, il en fait piocher que 2, et puis tu peux jouer qu'un Kangourex dans le deck, hein, souvent. Tu peux pas vraiment trop jouer plus que ça sur le tour. Sur le tour, tu peux faire le talent de Kangourex une fois. Hein. Voilà. Donc, en plus de ça, le deck a une fâcheuse tendance à aggraver lourdement les erreurs. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, quand tu fais t'as beau faire même une petite erreur peut donner des peut mener à des très graves conséquences. Ça peut te faire perdre, une petite erreur peut te faire perdre. Donc c'est une horreur. Et je peux le dire, hein, c'est le deck que je joue, hein, c'est le deck que je main actuellement. Et en fait, une petite erreur, ou même juste une carte qui n'est pas sortie, hein, même une carte que tu n'arrives pas à faire sortir, que tu n'arrives pas à réussir à obtenir, peut te faire perdre la game. Bon, c'est quand même plus rare que ce soit parce que tu es pas sorti telle carte. Souvent, c'est parce que tu as peut-être mal géré ton coup. Souvent, tu avais peut-être moyen de la sortir de manière plus fiable. Ou même de la sortir à coup sûr. Et tu ne l'as pas utilisé, tu n'as pas vraiment fait comme ça. Mais voilà, une erreur peut te coûter la victoire sur une seule erreur.
qui peut être en plus au début de la game en plus. Qui peut être au début de la game, pas genre à la fin, non, au début. Voilà. Ouais. En plus d'avoir un Kangourex d'ailleurs qui est assez sensible, qui peut être assez sensible après avoir pris une attaque dans la gueule. En plus de ça. Donc, ok. Donc on a ça. En plus on a évidemment pas mal du coup d'outils. On a un deck lourd. Et la gestion du deck, pareil, le deck étant très lourd, il faut une gestion monstrueuse du deck. Enfin, pas monstrueuse non plus, mais il faut une forte, il y a besoin d'une forte gestion au niveau du deck. Les ressources que tu as sont pas, t'en as pas des masses, t'en as pas 150 milliards, mais tu as tes cartes attaquantes, tu veux pas trop éviter de les défausser. Tes cartes de pioche, tu veux pas les défausser. Mélophée, bon, tu peux le défausser, ça dépend du match-up. Ta Secret Box, évidemment pas. Le Switch, ça pourrait être pire. Le casque et le bracelet, souvent, tu veux plutôt les utiliser. Les énergies, c'est compliqué, mais à part l'énergie psy de base, que tu vas pas vouloir défausser en grosse quantité, tu vas vouloir en défausser une ou deux en max. Les stades, c'est la casse, une carte obligatoire dans le deck. Tu peux pas te permettre de la défausser. Il y a très peu de trucs que tu veux vraiment défausser, donc ça va avoir besoin de beaucoup de gestion, notamment parce que tu as 4 hyperballs, par exemple. Mais aussi, tu veux un peu de tout en réalité dans le deck. Piocher une carte, tu t'en fous pas. Alors, dans l'immédiat, peut-être que si, mais pas plus tard en fait. Elle sera toujours utile. Dans la suite, souvent, même si tu n'en as pas besoin dans l'immédiat, bah, plus tard, tu peux en avoir besoin. Et c'est notamment le truc que Roi Gada, un problème de Roi Gada, hein. C'est que tu veux tout avoir en fait. Tu as envie d'avoir tout. Tu peux pas, évidemment. En plus, tu es sensible à la carton rouge, parce que tu pièges pas beaucoup, comme j'ai dit, tu pièges pas beaucoup, donc finir avec 3 prizes alors que tu as un deck qui est lourd, c'est super. Enfin, finir à 3 cartes dans la main alors que tu as un deck qui est lourd, c'est vachement pas, c'est vraiment plaisant. C'est encore pire quand c'est tampon qui est sur la que tu prends en pleine tronche. Voilà, t'as intérêt à piocher un truc quoi. T'as intérêt à piocher la carte que tu veux. Donc voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin vraiment d'expliquer plus que ça. Le deck est compliqué parce que elle ne t'autorise pas vraiment d'erreur. Et le deck est lourd, donc besoin de beaucoup de gestion. T'as plein de manières de le jouer. Enfin, t'as deux manières de le jouer. T'as deux decklists différentes en haut, hein. Différentes de manière drastique, je précise. Évidemment, chaque decklist est un peu différente à sa manière. Il y a des petites cartes qui vont bouger. Mais de manière drastique, ce sera la même structure. Et encore plus de manière précise, c'est même à peu près la même carte. C'est souvent à peu près les mêmes cartes, hein. Souvent, il va y avoir une ou deux cartes qui vont changer, pas plus. Voilà. Sauf du coup pour Roi Gada a deux grosses versions, une version mono Métalos qui vont jouer beaucoup plus d'outils, et une version avec deux Métalos qui vont jouer un peu moins d'outils, mais qui est complètement suffisant évidemment. Notamment parce que Métalos et Curem sont très forts. Voilà. Donc voilà. Le deck est lourd, le deck est compliqué parce que tu as plein d'outils à jouer, différentes, qui en plus, parfois, faut que tu choisisses entre l'une des deux, faut que tu choisisses entre plusieurs outils, et il faut trouver la meilleure. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Et évidemment, le deck est lourd. On va donc continuer avec Ogarpon Box. Bon, Ogarpon Box, déjà pour commencer, gestion d'armes, c'est dramatique la gestion. La gestion, là, t'en as vraiment besoin d'une vraie monstrueuse, parce que comme tu le vois, le deck a énormément de cartes présentes en une seule copie. Ouais, énergie eau, énergie feu, énergie combat. La cape, bon évidemment c'est normal. La cape c'est normal parce que c'est Initech, mais voilà. Le carton rouge, détermination élique que tu n'as qu'en une seule fois alors que c'est pourtant c'est une staple dans tout ce deck. Voilà. Tu joues Péchamineuse alors que t'as que le Yveltal qui est une carte de type ténèbres. Tu vas avoir un seul Cyano, bon, notamment parce que tu as beaucoup de cartes X dans le deck. Donc beaucoup de cartes, tu peux même pas les chercher avec Pokérogis. Tu vas avoir que l'Hyperball notamment comme objet qui te permet d'aller les chercher. Tu as même très peu d'objets d'ailleurs, hein. Comme vous pouvez voir, tu as Hyperball, échange énergie, civière, carton rouge, cap, et c'est réglé. Il n'y a plus rien d'autre, il n'y a pas d'autre objet. Voilà, tu as vraiment juste l'Hyperball en plus pour aller chercher des cartes, hein. Ok. Tu as un Brock qui permet d'aller chercher deux Pokémon de base ou un Pokémon évolutif. Bon, je vous fais pas de topo, les Pokémon évolutifs, c'est pas là pour ça. T'es pas là pour les Pokémon évolutifs, hein. Ouais, normal, t'en as même pas dans le deck, ça règle le problème.
Tu vas aussi évidemment avoir donc 3 ordres boss et 4 UB-Pins, donc une supporter pour charger tes Pokémon. Une supporter pour charger tes Pokémon, en plus de l'énergie Switch que tu vas pouvoir utiliser avec Ogerpon. Ouais, tu vas pouvoir le jouer avec Ogerpon. Alors en fait, l'idée c'est qu'en fait, tu peux mettre avec ton talent, tu peux mettre une énergie sur Ogerpon et piocher une carte. Et avec le talent, donc c'est même pas l'énergie de ta main initiale, c'est pas l'énergie de base. C'est pas l'énergie de ta main quoi. Mais du coup, tu peux faire ça. Donc tu peux faire le talent de Ogerpon, mettre une énergie sur Pokémon que tu vas taper et utiliser l'énergie Switch. Transférer l'énergie de Ogerpon au Pokémon qui va taper et t'habites 2 énergies dessus. Ce qui peut être suffisant, hein. Je veux dire, Mélodelph c'est le cas. C'est suffisant pour Mélodelph par exemple. Et je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est utile que pour Mélodelph, hein, je crois. Enfin, utile pas que pour Mélodelph, c'est vrai que tu peux jouer aussi avec Ogerpon, masque de pluie, mais il te faut 2 énergies, t'en faut 2. Il faut 2 énergies Switch. Voilà. Ou un énergie Switch plus Rubber aussi. Évidemment, le deck est compliqué déjà pour commencer parce que bah déjà on a le même problème que Roagada. Roagada, c'est un deck qui est pas particulièrement léger et qui a pas beaucoup, t'as pas des masses de pioches en Garpon, tu peux le faire qu'une seule fois. Donc tu pioches une carte par tour avec. T'as Kangua, il faut piocher 2 cartes supplémentaires et au pire t'as Fabianos. T'as besoin de 150 milliards de Pokémon alors que t'as que 5 places sur le banc d'ailleurs. Enfin t'as besoin de 50 milliards de Pokémon, non. Mais t'as plein de Pokémon que tu voudrais sur ton banc présent sur le prêt à faire quelque chose que tu ne peux pas faire facilement du moins. Donc voilà. T'as 3 Miaous dans le deck. C'est pour dire. T'as 3 Miaous. Tu vas jouer évidemment le stade pour augmenter la place qu'il y a sur ton banc. De passer de 5 Pokémon sur le banc à 8. Et t'as pas trop de choix, j'avoue. Parce que là, avec 3 Miaous, de toute façon, tu vas galérer à le twist et mettre. Hein, je vous le dis tout de suite. Et puis surtout, ça peut être dramatique si, comme par exemple, regardez un 0 aura, 2 0 aura, 3 0 aura. Voilà. Bon, en vrai, c'est même pas la méthode la plus efficace pour Roagada de gagner en plus. Hein. Pour gagner avec Roagada, contre le match-up, en plus de ça. Mais voilà, donc on va vouloir. On a pas mal d'énergie, on a besoin quand même de taper avec pas mal de choses et on n'a pas forcément toutes les énergies qu'on veut. On a quelques énergies prismes, mais on en a que 2 parce qu'on peut pas aller les chercher. On a un décollage des Cryptoman. Voilà. On a un décollage de Cryptoman pour encore une fois le même combo qu'avec Kangouac, sauf que bah là, on en a qu'un seul parce que c'est beaucoup moins important. Dans Roagada, t'as pas que ça qui fait que le décodage est intéressant, parce que du coup, tu peux taper parce que t'as fait décodage aussi. En mettant les cartes sur ton deck grâce à décodage. Là, c'est pas le cas. Tu peux juste piocher avec, enfin, ça sert juste à piocher avec Kangouac, quoi. Donc forcément, faut se dire quand même que déjà, quand on voit la tronche et qu'on voit que par exemple une staple qui est à dire détermination des lignes n'est présente qu'en une seule copie, on se souvient qu'on n'a même pas la place dans le deck pour tout mettre en fait. Hein. On n'a vraiment pas la place. Dans le truc qui fait que le deck est compliqué, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment de place dans le deck. On voudrait mettre trop de trucs, il y a trop de trucs qu'on voudrait bien mettre dedans. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de trucs qu'il faut mettre dans le deck pour qu'il devienne fort. Et le problème, c'est que du coup, on n'a pas la place pour les cartes qu'on a, qui sont pas obligatoires. Parce que la preuve, détermination des lits, ça fonctionne bien, même sans détermination des lits. Mais si on pouvait en avoir 4, ça serait tellement mieux. Ça serait bien mieux. Le problème, c'est qu'on n'a pas la place, on n'a pas la possibilité de le faire. En plus, on a 150 milliards d'énergie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13 énergies, pour dire. Dans Roagada, je rappelle qu'on est à 11. Voilà. À 10 ou 11, alors ça dépend, parce que des énergies psy, on pouvait les jouer en 3 copies au lieu de 4. On a un carton rouge qui, en vrai, personnellement, je le conseille pas trop de mettre le carton rouge. Il n'est pas forcément obligatoire dans le deck. Et il prend une place alors que tu as vraiment besoin d'autre chose, je pense. Je pense que tu peux te permettre de pas le prendre. C'est un peu coûteux. Hein. Après, c'est quand même un peu chiant quand même. Et voilà. En plus, tu as 150 milliards d'attaquants que tu vas... En plus, c'est encore pire parce que c'est encore plus galère. C'est encore plus galère de les faire fonctionner quand tu sais que tu dois le mettre sur le poste actif, ton attaquant. Donc il faut que tu trouves en plus une manière de le switch derrière. Bon, normalement, c'est pas difficile, t'as la chasse. Le problème, c'est qu'il faut la chasse. Et puis ça te permet pas forcément de faire ce que tu veux. Tu peux pas remettre Kangouac derrière d'ailleurs. Dans ce genre de cas, Kangouac, tu peux pas le remettre derrière. Donc bon. Donc voilà. Ça règle un peu le problème. Et puis même en dehors de là, t'as même Baojian pour défausser la stade. Tu le fais quand
tu sais pas, c'est un peu au pied ou face quand tu le fais d'ailleurs. Parce que si le mec a le deuxième. En fait, dans les decks où tu voudrais jouer Baojian, Wagada ou Festival Box, Festival Lead, enfin tête du festival, bah s'il a de quoi aller le chercher, s'il a de quoi aller le chercher ou qu'il l'a dans la main, ce qui est d'ailleurs le cas avec Festival, avec tête de festival d'ailleurs, bah son Baojian n'a servi à rien. Il t'a pris une place d'ailleurs. Il te prend une place sur le banc, ce qui t'arrange pas du tout. Voilà. Mais du coup, voilà. Le deck, j'ai pas trop besoin d'expliquer. Il joue plein d'énergies différentes. Ce qui fait que ça le déstabilise un peu. Parce que tu peux jouer une seule et même énergie. Ou du moins des énergies qui est utile pour un seul attaquant. Bah, du coup, il a c'est utile pour un seul attaquant. Mais du coup, t'en joues 6, 7 cartes. Tu joues 7 énergies différentes. Bon, avec les prismes qui prennent n'importe quel type. Je précise. Qui prennent n'importe quel type s'ils sont attachés à un Pokémon de base. Voilà. Mais bon, voilà, t'as tellement d'énergies différentes que bon. Notamment les énergies plantes qui servent en plus à fonctionner avec Garpon pour bûcher quelques cartes. Mais je dis bien que quelques, hein, t'en as 4, donc tu peux 4 cartes maximum avec ça, si tu récupères pas tes énergies après. Sauf que t'as Silière. Et Silière, tu vas pas trop l'utiliser sur les énergies, parce que t'as vraiment autre chose à aller chercher. T'as tes attaquants en fait à aller chercher. Je veux dire, dans tes attaquants, t'as Coraidon, que t'as en une seule copie. Ogerpon, les deux, que t'as en une seule copie chacun. Sulfara, que t'as en une seule copie. Yveltal, que t'as en une seule copie. Fez Dipiti ou Fabianos, que t'as aussi en une seule copie qui peut quand même attaquer. Avec Rubépin d'ailleurs. Et t'as Melofé. T'as Melofé que t'as en deux copies parce que c'est l'attaquant brut. C'est celui qui va juste taper le plus fort possible, notamment parce qu'il a avec le terrain, c'est très bon. C'est très intéressant avec le terrain, notamment. Voilà. Mais t'as 50 milliards de... En fait, t'as beaucoup de cartes que tu voudrais pas défausser. Tu es obligé de les défausser parce que tu joues l'hyperbole. Voilà. Et puis, il y a trop de cartes que tu voudrais aussi avoir. T'as plein de cartes que tu voudrais avoir. Tu voudrais avoir des énergies à préparer par la suite. Les attaquants que tu veux, mais tu peux pas tout le temps parce qu'en plus, t'as pas beaucoup de cartes de pioche. Le deck est lourd. En fait, t'as pas besoin de beaucoup de ressources, mais le problème, c'est que t'en as beaucoup. C'est ce qui fait que le deck est lourd. Parce qu'en fait, t'as pas besoin de beaucoup de ressources. Sauf que bah, dans les ressources que tu as besoin, tu te rends compte aussi que tu n'en as pas beaucoup de base. Donc en fait, tu as besoin de piocher. C'est beaucoup plus difficile de les choper direct. De les choper, donc voilà. Donc ouais, tu as besoin d'une gestion massive. Tu as un deck qui est pas particulièrement léger. Alors, on va pas dire qu'il est ultra lourd, mais voilà. Il est pas super léger. Il est plutôt lourd. Avec cela, en plus de ça, c'est pas un deck qui va punir, qui va aggraver massivement les erreurs, mais tu évites d'en faire, tu vas éviter d'en faire. Ça désaggrave, hein. Le deck aggrave les erreurs, hein. Ça, voilà, mais ça pas massivement, c'est pas massif. Donc évidemment, voilà. Et en plus, le deck, t'as du mal de deck à des mécaniques évidemment que tu ne connais pas forcément en tant que débutant, et notamment dans les attaques. Hein. Et puis pareil, Coraidon, il tape déjà pas fort. En plus, il a des restrictions pour taper. Enfin non, pas pour taper à minima puissant. Il a des restrictions. Ouais. Ah ouais. Melofé, pareil, elle a une restriction pour taper fort, même si c'est pas une restriction pour vous parler. Elle augmente ses dégâts en fonction du nombre de Pokémon qui est présent sur les deux bancs. Voilà, donc en plus, tu as juste à pas mettre de Pokémon sur le banc pour un peu la gérer. Ouais. Ouais, hein. Véritable strat. D'ailleurs. Notamment avec Lanceurien, notamment. Bon, enfin, Lanceurien, c'est pas trop le cas parce que de toute façon, il peut one-shot quand même. Il peut one-shot même sans ça, il faut juste le stade. Mais voilà. Mais du coup, bon, je pense que j'ai plus besoin trop d'expliquer maintenant pourquoi le deck est difficile et pas conseillé pour les débutants. On continue avec un deck, c'est donc le deck de Nabil, le seul deck méta de Nabil qui existe actuellement, c'est le deck Descendant de Nabil. Alors, là ça va être radical. Pourquoi il est dur? C'est très simple. On sait pas comment il marche. Dit comme ça, non, si on sait comment il marche, on sait comment tu veux taper. On sait que tu veux taper avec l'attaque de Descendant qui inflige, je crois, c'est jusqu'à 150 de dégâts. Non, je crois que c'est 150 de dégâts de base, sachant que tu vas augmenter ça avec le bandeau de Nabil, avec le bandeau choix de Nabil, le Paddockstone et Ronflex qui va du coup faire monter ça à 210. Je crois. Non, à 240. Non, si, descendra. Permet d'augmenter les dégâts, donc tu vas faire
mal, mais tu vas même pas one-shot. Tu vas difficilement one-shot des trucs. C'est certains Pokémon de base, mais... Enfin, c'est certains Pokémon one prize, mais... faut que... Pour augmenter... En fait, tu one-shot pas de base. En fait, tu peux one-shot jusqu'au peu près... Tu one-shot au niveau des 210, je crois. Des 210, il me semble. Tu fais 210 à peu près. Entre 210 et 240, tu one-shot, c'est sûr. Tu one-shot 210, ça c'est sûr. À 210, tu one-shot. Je crois à 240, t'es pas sûr. T'es pas sûr, parce que bah, il te faut tous les outils en plus de ça. Et puis, bah, je suis même pas sûr qu'il tape jusqu'à 240. Hein. Je me semble qu'il peut taper au max à 210. Mais il te faut tous les outils. Donc en plus de ça, il faut tout. Le stade, c'est-à-dire le stade d'outils et ronflex. Et en plus de ça, il faut avoir subi un KO le tour dernier. Le tour d'avant. Le tour d'avant, le tour que l'adversaire a fait avant. Sinon ça marche pas. Il y a encore une restriction en plus pour taper. Et tu one-shot toujours pas. Avec toute cette restriction là, tu fais même pas des one-shots sur des level 2, sur des level 1. Tu one-shot même pas un gros mago. Ça a 260 FPS machin. Un gros mago, tu one-shot même pas, c'est ça le pire. Ok, t'as mis le fait pour taper assez fort sur... même pas taper assez fort, enfin il faut quand même le KO. Il faut quand même avoir subi le KO pour one-shot lance rien avec Méophée, hein, quand même, faut le dire. Voilà. On joue énergie télépathique et énergie brume. Parce que... Pourquoi on joue que ça là? Alors, l'énergie télépathique pour son effet évidemment d'aller chercher des Pokémon psy. Énergie brume pour aussi l'effet qui empêche du coup d'être affecté par des effets. Ce qui je trouvais un peu débile, mais ça dépend. Parce que si c'est une paralysie, je te confirme que ça t'intéresse plus de pas subir l'attaque. Et... En fait, pourquoi on joue pas d'énergie, d'autres énergies pour t'assurer d'en avoir? En plus, t'as rien pour aller les chercher. Mais vu que Bandeau choix de Nabil, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le Pokémon de Nabil qui le possède inflige 30 dégâts supplémentaires et a dans son coup d'attaque une énergie incolore de moins. Et vu que Décéliande, Brocellum, enfin le Brocellum qui est aussi une attaque intéressante, Décéliande et Nigosier parce que c'est aussi un attaquant, ça, leur attaque c'est une énergie incolore. Donc en fait quand tu as le bandeau, ton attaque est gratuite. Ah oui, au passage, Nigosier qui tape à 130, non 120, donc je crois aussi fort que Décéliande, sans la... mais qui n'a pas cette restriction là. Je précise bien qu'il en a une autre par contre. Il en a une autre restriction et c'est un Pokémon de base. La restriction c'est quoi? C'est que le Pokémon doit avoir soit 4 prizes, soit 5 ou 4 prizes je crois. Ouais, c'est 5 ou 4 prizes. S'il a 5 ou 4 prizes, tu peux taper, sinon l'attaque ne fait pas de dégâts. Oh putain. Les conditions qu'il y a, en fait, c'est ça le truc. Le deck est compliqué parce que la puissance de feu du deck est pas du tout là. T'as besoin de 3 cartes, plus avoir subi un KO avant pour infliger des dégâts corrects. Parce que ça fait subi par one-shot n'importe quoi. Les Pokémon de base, ok, tu les one-shot, même si c'est un X, mais tu one-shot même pas ce level 1. Alors, vu les conditions, ça sera un peu le minimum. Bon, ça va, t'as un one prize, mais bon. T'as un one prize. Et c'est même le cas pour Nigosier qui a une autre condition qui est encore pire. Parce que Nigosier, tu peux le jouer limite une seule fois. Tu peux limite le jouer qu'une seule fois. Hein. Voilà. Faut préciser. On joue aussi Moumouton plus Moumouflon de Nabil qui va de faire en gros ordre du boss. C'est-à-dire que lorsque tu l'invoques sur le terrain, lorsque tu le poses sur le terrain, tu peux utiliser son talent. Et son talent, c'est l'équivalent d'ordre du boss. C'est en gros la même chose. C'est la même chose d'ailleurs. Hein. C'est pas en gros, c'est la même chose. Sauf que du coup, c'est pas une carte supporter. Voilà. Donc déjà pour commencer, voilà. Deuxième chose, on n'a pas de pioche. Il n'y a même pas Fabianos, pour dire. On joue même pas Fabianos dans le deck. Pour piocher les cartes. Ouais. Donc pour piocher les cartes, c'est la merde. Hein. Évidemment, tu pioches. T'as besoin de ressources, mais tu peux pas les piocher facilement. Voilà. C'est pour dire un peu le merdique que c'est. Bon, ok, t'as quand même Détermination Lily, Petrel, enfin Lambda de la Team Rocket. Et du coup, Assa, qui est une carte qui marche uniquement si tu as pris un KO le tour d'avant et qui permet d'aller regarder dans les 8 cartes de ton deck et choisir 3 cartes à ajouter dans ta main. Bon, ok, mais bon, c'est pas la folie, hein, c'est pas la carte la plus forte du jeu. On joue Pokématos, Pokéregistre, on va jouer Hyperball aussi, hein, évidemment. On va avoir... Non, une seule Hyperball par contre. On va avoir un échange, le coffre, parce que, comme j'ai dit, on a besoin d'outils, on a besoin des outils et du stade. Alors on a besoin obligatoirement des outils et du stade, donc le coffre est la bienvenue pour ça. On joue même un ballon en outil autre que celui de Nabil, hein, que le bandeau de Nabil d'ailleurs.
Comme si on n'avait pas du tout suffisamment de... Comme si on avait déjà pas assez de poids déjà. Donc le deck a une stabilité, bon voilà quoi, il a un poids qui est assez vénère quand même. Pour en plus de ça, ne même pas faire de KO facilement. Enfin, tu fais des KO en 2 coups, quoi. Tu as envie de faire un KO en 2 coups pour pas mal de match-up. On va aussi avoir juste Brocellum qui a une attaque. Hein. Déjà, c'est un Brocellum de N, donc il est affecté par les boosts d'attaque. De plus, il inflige 10 dégâts et tu lances une pièce. Si c'est face, tu es invulnérable aux attaques pendant le prochain tour de ton adversaire. Ok. Sauf que c'est dans une pièce. Et certes, bon, c'est intéressant parce que tu peux quand même taper à 70. Facile, tu peux facile taper à 70. En plus d'être invulnérable. Ça, voilà quoi. Ça va, c'est quand même pas dégueu. Mais ça te demande aussi que tu tapes. Ça devient intéressant quand tu as les outils, en fait, quand tu as les cartes qui te permettent de monter ton attaque. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, surtout au début. Voilà. Le deck, en plus de ça, n'a pas. Bon, ça va, il n'a pas besoin d'une grosse gestion et il n'a pas de grosses mécaniques inconnues au bataillon. À ça, elle doit surtout être parce que c'est la carte qu'on connaît pas. Après, tout le reste des attaquants, par exemple, du coup, Desceliande, Ronflex, Moumoufon et Nigosier, c'est des cartes spécifiques au deck Nabil. Donc, voilà, c'est normal qu'on les connaisse pas. Pareil d'ailleurs pour Paddockstone et le bandeau choix de de Nabil. Voilà. Et le sac évidemment parce que ça permet d'acheter 2 Pokémon de N. Donc ok. Et en fait le problème, le fait que c'est compliqué, c'est qu'en fait tu as besoin de subir un KO à chaque tour pour taper fort, pour taper correctement fort. Je dis bien correctement en plus de ça. C'est ça qui est horrible, hein, c'est vraiment le correctement. Qui est vraiment horrible. Et c'est que correct en fait. Avec tous les outils que tu vas utiliser pour taper, ça fait que des dégâts corrects. Ça ne fait pas des dégâts qui tapent fort. Tu tapes pas comme un bus, tu tapes correctement. Tu fais des dégâts qui sont corrects. Voilà. Et le deck est pas fort d'ailleurs. Le deck est méta, mais pas super fort. Hein. Je crois que c'est un tiers 2. Hein. Ça va être dans les tiers 2, je crois, il me semble. Donc voilà. Faut quand même le dire. Je le conseille pas. Alors, je le conseille pour 2 raisons. Je le conseille pas pour 2 raisons. Déjà, parce qu'il n'est pas forcément facile à jouer. Parce que t'as pas beaucoup de pioches. Donc, t'as un poids qui te demande une certaine gestion quand même. Parce que t'as besoin d'avoir les cartes au bon moment et de garder les bonnes cartes au bon moment. Mais aussi parce que t'as besoin de beaucoup de stratégie. Mais genre, beaucoup. Hein, tu one-shot pas. Tu fais pas de one-shot. Tu tapes que correct. Hein, tu fais assez peu de one-shot. Hein. Même maintenant, actuellement, les Pokémon de base. Tu les one-shot pas tous. Hein. Si tu tapes à 110, si tu tapes à 110, au max, tu les one-shot pas. C'est ça qui est horrible. Tu les one-shot même pas. Donc, ouais, bon, voilà quoi. On a connu un peu mieux. Quand même. Et puis, c'est principalement un deck qu'on pourrait. Comme c'était le cas avec. Avec Crapins, mais c'est pas lui. Enfin, Cloth, qu'on appelait le Cloth en anglais. Qui en fait tapait plus fort quand il avait quand il était empoisonné. Enfin, quand il avait un état spécial. Évidemment, c'était intéressant, mais c'était notamment plutôt là à faire ordre du boss à un Pokémon de soutien et aller one shot. Voilà, c'est un peu ça le deck, c'est un peu comme ça que lui fonctionnerait. Mais même là, je suis pas sûr en fait. Le problème, c'est que quand tu regardes un petit peu un match où il y a des Céliandes, ça se joue un peu à la one again. Ça se joue en fonction de ce que tu es capable de faire, de ce que tu vas réussir à faire avec. Il n'y a pas de stratégie fixe. Donc tu as besoin d'improviser. Donc en fait c'est un deck qui a aussi besoin de beaucoup d'improvisation hein, en fait. En plus de ça. Ça fait aussi ça. Et je le conseille pas aussi. En fait je le conseille pas pour ces 2 raisons là. C'est un deck compliqué de 1. Et aussi parce que tu as besoin d'improviser. Tu as besoin de beaucoup improviser dans le deck. Enfin tu as besoin de beaucoup improviser dans le match. Et même en improvisant et même en jouant bien, ça ne te suffit pas forcément pour gagner d'ailleurs. Ouais, le deck peut en fait juste perdre parce qu'il te manquait 10 dégâts et c'est con mais quand ça arrive tu t'énerves hein, là-dessus. Voilà. Tu t'énerves parce que tu vois même pas les Pokémon de base. Voilà. Et pour le dernier deck, on va voir un deck que je fantasmais, que je jouais avant. C'est le deck Angoliath de Rosemary et Momartic. Angoliath de Rosemary plus Momartic. Ce deck, putain, j'avais même pas fait gaffe qu'il jouait
Iris Fighting Spirit. J'avais même pas fait gaffe à ça. Mais en fait, en gros, qu'est-ce que ça fait? En gros, le deck, on va jouer le deck avec Momartic qui inflige à chaque fois, à chaque fin de tour, en gros, à chaque fin de tour, tu vas mettre un marqueur de dégâts sur tous les Pokémon qui possèdent un talent, sauf les Pokémon qui possèdent le talent, sauf Momartic lui-même, sauf les Momartic quand même. Donc pas que celui qui a activé ce talent, hein, tous les Momartic. Voilà. Tous ceux qui possèdent vos talents, c'était je sais plus. Enfin voilà. On va jouer Fortissimia parce que Fortissimia a un talent, donc il va prendre les marqueurs de dégâts, mais tu vas pouvoir les transférer du Fortissimia directement à un autre Pokémon, qui va viser tous les Pokémon qui n'ont pas de talent, ou même d'appuyer encore plus sur ceux qui ont le talent en fait, sur ceux qui ont les talents. On va combiner ça avec Angoliath, qui est donc un Pokémon que tu peux plus facilement chercher, qui a certains talents, mais qui peut du coup se charger à fond en énergie d'un coup, en plus d'aller chercher, en plus de ça, une autre énergie supplémentaire que tu vas pouvoir transférer avec Energy Switch et le mettre sur Fortissimia. Voilà. Donc ok, en plus de ça, tu peux mettre du coup 2 énergies avec le talent, plus une énergie supplémentaire avec la main, avec un autre Fortissimia, plus une autre énergie avec le Switch, avec l'énergie Switch. Donc ok. Ce Angoliath, lui, il est surtout très tanky. Hein. Il a 320 HP, il inflige aussi 140 de dégâts. 160 ou 180. J'ai un 10 sur 180. Il va infliger 180 de dégâts sur le poste actif et infliger un 30 de dégâts sur le banc. En plus de ça, donc permet d'appuyer encore un peu plus sur les dégâts que tu infliges au banc. On va aussi jouer Rose Bouton, évidemment Rose Bouton parce que ça bloque des cartes, hein, ça va bloquer. Et c'est notamment utile quand tu dois temporiser, puisque le deck ne va pas se jouer sur quelques tours. Voilà. On va aussi jouer Nigirigon et notre poste-cher Yveltal qui nous permet de bloquer un Pokémon sur le poste actif. Évidemment utile pour temporiser. Nigirigon nous permet d'aller chercher un des supporters, ce qui va nous être utile d'ailleurs. Vous allez voir. On joue dans les supporters Détermination Lily et Lambda de la Team Rocket. 3 ordres du boss. Et on va aussi jouer l'esprit. C'est l'esprit combattant d'Iris. Qui dit qu'en fait c'est... Alors si je vais quand même m'assurer que c'est bien ça. C'est... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça là, ok. Elle pêchait combien du coup, elle? Je crois que c'est juste que t'as 8 cartes dans la main de ta Mars, ouais. En fait, elle dit que tu vas défausser... Attendez, je vais aller vérifier. Comme un énorme mongol. J'ai supprimé la page. Et merde, non. Celle-là, je m'en fous, c'est pas ça le truc. C'est qu'en fait... Comme un énorme mongol... Ah oui, d'ailleurs, j'ai un petit truc quand même, parce que je viens de le voir. Je sais pas, ouais, voilà. Vous avez des petites choses, vous avez des petites vidéos. Sûrement des vidéos qui vont permettre d'expliquer comment fonctionne le deck exactement. Là, je le fais pas pour autant. Mais évidemment, c'est intéressant de savoir. Alors, c'est elle que je veux, voilà. Elle disait quoi? Voilà, c'est ok, donc c'est bon. Elle dit, donc tu peux utiliser cette carte que si tu défausses une autre carte de ta main. Et tu vas piocher jusqu'à avoir 6 cartes dans ta main. Bon, alors, petit truc, hein, tu pioches 6 cartes avec détermination 10, sauf que ça, du coup, ça reset pas ta main, c'est tout. L'avantage, c'est que ça reset pas ta main. Voilà. Donc, ok. On va aussi jouer donc Peaufin, parce qu'on a que du Pokémon à 60 PV ou moins, sauf pour Fortissimia et Yveltal. On va aussi jouer le Poképad, donc le Pokéregistre. On va jouer de la civière, donc super bonbon parce que c'est des Pokémon de level 2 en Goliath. Le carton rouge pour évidemment temporiser. Là, c'est un peu une obligation par contre. L'énergie switch pour la même mécanique comme j'avais dit avec Angoliath, qui n'est pas forcément une mécanique qu'on va se rendre compte direct, surtout quand on commence. On va jouer le ballon parce que ça nous permet de faire des switches, ce qui va être intéressant. On va avoir le terrain. J'ai oublié comment il s'appelle ce terrain-là. J'ai oublié comment il s'appelle. Le Spike Gym. C'est la salle de sport de Spikemuth. Mais je suis pas sûr que ce soit Spikemuth par contre, son nom en français. Mais en gros, il permet d'aller chercher un Pokémon de Rosemary de ton deck et d'ajouter à ta main. Un Pokémon, hein, je précise bien. Un Pokémon, il n'y a pas de restriction sur le Pokémon à part le fait qu'elle soit de Rosemary. Il y a de Rosemary dans le deck. Enfin, dans le nom.
ça peut être un Pokémon évolué, donc ça peut être un Pokémon de level 1 ou de level 2 aussi. Voilà. Évidemment, bah là, hein, c'est intéressant. On va aussi jouer la Secret Box parce que on a un outil, ok. Bon, c'est principalement parce qu'on a le stade, surtout aussi, on a le stade. On a l'objet plus le supporter. Et bah en fait, pourquoi le deck est difficile à jouer? Il y a, bon déjà le deck est pas forcément, a une stabilité, il n'a pas beaucoup de cartes de pioche, on joue même pas Fabianos. On a pourtant un deck qui a besoin de quand même pas mal de petites ressources. Pas mal de ressources donc quand même. Évidemment une gestion, en fait ça va, mais la gestion est quand même un petit peu présente. Il faut quand même bien gérer son deck quand même. Mais surtout c'est la gestion des marqueurs de dégâts. En fait le problème c'est que le deck va pas taper fort. Et il s'en fout, il fonctionne très bien sans d'ailleurs. Il fonctionne très bien comme ça d'ailleurs. Ce que tu vas vouloir, c'est pas de taper fort. En fait, tu vas vouloir gratter des tours et infliger petit à petit des dégâts. Et tuer rapidement ce qui va t'emmerder, évidemment. Notamment pour ça qu'on a l'ordre du boss. Hein. Et en fait, on va toujours ajouter de la pression sur le banc. Et le but, bah, c'est de faire des gros KO, de faire à la fin des KO parce que le bec est sur le banc et qu'il a attendu. Et en fait, tu vas mettre de la pression. Et avec ton Fortissimia, tu vas pouvoir cibler des KO. Parce que tu vas pouvoir mettre des marqueurs de dégâts aux Pokémon que tu veux. Tu vas aussi pouvoir les mettre en range. Notamment, on jouait avant la cité d'évolution qui permettait de ça d'ailleurs. Qui permettait d'aller chercher des ranges plus basses que ce qui était actuel. Les Pokémon évolués désévoluaient d'un cran. En fait, d'évoluer d'un cran. Et pour le cas où ils avaient évolué avec Super Pokémon, ils désévoluaient de 2 crans. Ils revenaient à la carte du dessous. La carte était présente en dessous, donc c'est-à-dire bah, soit aux Pokémon qui étaient juste en dessous, soit carrément. Enfin, soit aux Pokémon juste en dessous s'ils n'avaient pas de ces bons, et pour ceux qui ont de ces bons, ils reviennent littéralement aux Pokémon de base. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc effectivement, bah ouais. En fait, c'est principalement les marqueurs de dégâts qu'il faut gérer, qu'il faut pas. Faut penser que Momartic, il inflige 2 marqueurs à chaque tour, en gros. À chaque tour, enfin entre le premier tour, entre ton tour à toi et celui-là qui va arriver, et entre ton tour à toi, l'actuel, et le tour, et ton prochain tour, bah, il va avoir mis 2 marqueurs. Donc si tu mets 2 Momartic, bah, tu vas infliger plus de dégâts à Fortissimia que ce que tu vas être capable de retirer. Voilà, en plus de ça. Donc, oui, le deck est pas simple du tout. C'est sûrement peut-être l'un des plus faciles par contre. Parce que c'est vraiment que ça qui le rend dur. Principalement, c'est oui, ok, t'as une gestion, t'as de la gestion, une gestion plutôt moyenne, qu'on peut avoir en tant qu'amateur. Un deck qui est pas forcément stable, mais qui pèse un petit peu quand même, qui a quand même un peu de poids quand même. Mais surtout le fait qu'il faut gérer tes marqueurs de dégâts comme pas possible et les mettre aux bons endroits. Il faut savoir que ça peut causer des erreurs. Ça cause beaucoup d'erreurs. Hein. Et une erreur, dans ce deck-là, les erreurs de marqueurs de dégâts, donc de la stratégie principale, et donc du truc auquel tu vas galérer à faire fonctionner correctement, parce que c'est le truc auquel tu peux faire le plus d'erreurs possible, et bah ça peut être très grave de faire une erreur là-dessus. Une erreur là-dessus, ça peut être très très grave. Donc ça peut, évidemment, intensifier, aggraver les erreurs, les conséquences de tes erreurs. Donc voilà. Les problèmes sont là pour ce deck qui fait qu'il est dur. En plus de ça, il est aussi dur parce que c'est un Pokémon Ténèbres qui a la faiblesse sur le type. Vous le voyez là, le petit point vert, le type plante, évidemment. Et comme je dis, dans le format, bah, c'est le même problème que Zoroark, mais Zoroark a aussi le problème du type plante parce que dans le format, il y a beaucoup de Pokémon type plante qui peuvent taper. Voilà, donc ça aide pas. Ça aide pas du tout. Donc voilà. Ah oui, au passage, les Pokémon Terra Crystal ne sont pas affectés par les attaques de Goliath quand ils sont sur le banc. Ils sont inaffectés par les dégâts. Et ça inflige pas 3 marqueurs de dégâts en Goliath, ça inflige bien 30 dégâts sur le banc. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, vous avez donc maintenant les 5 decks que je ne conseille pas du tout. Les 5 decks, on va dire, qui sont considérés comme les plus durs, mais peut-être pas non plus, pas pour tout le monde. Mais surtout les decks que je ne conseille pas du tout à un débutant. Notamment parce qu'ils sont durs à jouer, ou parce qu'ils ont des raisons qui font que faut bien les gérer pour qu'ils puissent fonctionner.
Voilà, faut bien gérer le jeu, notamment hein, avec les effets, avec les combinaisons de cartes qui sont très peu connues quand tu ne connais pas le deck. Voilà. Et évidemment, d'ailleurs, un truc à affronter, quand l'adversaire le joue bien, à affronter, c'est aussi la même galère, hein, je précise aussi. Hein. Voilà. Mais voilà. Vous avez les 5 decks, c'est de la vidéo donc de ce dimanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos, et à toutes.